Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons de nouveau place du Châtelet autour d'un petit déjeuner. Un petit déjeuner de presse, même s'il est encore virtuel pour certains d'entre vous. Comme attendu, c'est bien le format Figital associant présentiel et digital qui semble être devenu la nouvelle norme alors que s'organise la sortie progressive de la crise sanitaire. La crise sanitaire, les différents confinements et leur lot de contraintes ont profondément affecté notre santé, nos modes de vie, nos déplacements, mais aussi notre façon de travailler. La crise actuelle a aussi et surtout recomposé le paysage économique en affectant profondément certains secteurs d'activité comme l'hôtellerie, les transports, la restauration et le tourisme, alors que d'autres, comme les secteurs informatiques ou de la santé, ont dû faire face à des besoins accrus. Pour ce qui est du secteur résidentiel, conférence après conférence, nous vous confirmons que le logement a été, reste, et nous en sommes persuadés, restera au cœur des préoccupations des Français et des Franciliens. Le deuxième trimestre 2021 confirme de nouveau cette tendance. Alors même que nous vivions encore le troisième confinement en avril, les volumes de vente du deuxième trimestre ont été presque aussi élevés que lors de l'excellent deuxième trimestre 2019. Les volumes de vente de logements anciens des 6 premiers mois de l'année ont ainsi pratiquement retrouvé le niveau du premier semestre 2019, avec une baisse d'à peine 2%, et se situent 13% au-dessus du premier semestre 2020. Les perspectives de la rentrée sont encore bonnes, et nous espérons donc que l'année 2021 sera aussi un très bon cru, contribuant ainsi positivement au retour de la croissance dans notre pays. La crise sanitaire a également dégagé des tendances dont on ne sait plus s'il faut dire si elles sont nouvelles, car elles semblent se confirmer depuis maintenant plusieurs trimestres. Nous observons ainsi un moindre intérêt pour les cœurs d'agglomération et le souhait de davantage d'espace, de verdure, qui se traduit notamment par une préférence pour la maison. Pour être plus précis, l'activité est plus soutenue en France qu'en Île-de-France. L'activité est moins dynamique dans Paris qu'ailleurs en Île-de-France. Dans la capitale, les prix ont fait une pause. La Grande Couronne, déjà en croissance avant même la crise du Covid, confirme son activité. Hors de Paris, les hausses de prix restent soutenues et après un ralentissement en début d'année, elles semblent repartir à la hausse. Thierry Delsal, président de la commission de conjoncture, vous présentera en compagnie de Marc Friedrich et de Christian Godard l'ensemble de nos statistiques et les indices produits en partenariat avec l'INSEE. Si vous souhaitez en savoir plus sur les évolutions des marchés immobiliers liées à la crise du Covid, je vous invite à nous rejoindre en visioconférence à notre club notarial de l'immobilier à 11h. Notre invité, Jonathan Seban, directeur général de Sogaris, viendra nous présenter le marché de la logistique dont on a compris toute l'importance quand les déplacements sont contraints et qui est en pleine expansion. Mais tout d'abord, je vous propose de faire un point complet sur notre marché francilien avec l'équipe de Conjoncture Immobilière que je remercie pour son engagement. Merci Cédric. Bien, écoutez, déjà je crois que vous avez eu les chiffres de l'INSEE là qu'on vous a communiqués, notamment ceux de la France. Alors c'est pas pour vous dire qu'il ne se passe plus rien en Île-de-France, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est en France que ça se passe. Les volumes, on n'a jamais atteint un volume de transactions comme ça, à 1 155 000 transactions, c'est du jamais vu. Souvenez-vous, en 2019, qui était une année record, on avait flirté les 1 million, on est arrivé à 1 70 000. 2020, inespéré, avec ce rattrapage qu'on avait eu pendant l'été, on avait vraiment flirté autour du 1 million, je crois qu'on était aux alentours d'1 20 000, mais là, 1 155 000. Alors vous allez voir que par rapport à ça, l'Île-de-France a des bons volumes, mais comme Paris n'a pas des très bons volumes, en réalité, on flirte aux alentours de 160 000 transactions pour l'Île-de-France, ce qui fait 1 million pour le reste de la France. Et quand on interroge les confrères de province, ils vous le diront, c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors, ça s'explique, comme le disait Cédric,
par ce goût de la pierre, mais la pierre en tant qu'utilisateur, parce que quand on a été comme ça confiné, qu'on a vécu plusieurs couvre-feux, on n'a qu'une envie, c'est d'améliorer son logement, et c'est devenu vraiment une des priorités des Français. Et il faut un peu essayer de comprendre, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous avez une fluidité comme il n'y en a jamais eu dans le pays, et la fluidité entretient la fluidité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est propriétaire aujourd'hui dans un petit village ou une petite ville, aujourd'hui le confort pour lui c'est de se dire je vais d'abord chercher un logement parce que j'ai aucun souci, ou presque pas de souci, pour vendre le mien. Vous voyez, donc on entend toujours il y a zéro stock, il n'y a plus rien à vendre. Mais si, en réalité, c'est que le stock il tourne à toute vitesse. Enfin, il n'y a même plus de stock. C'est-à-dire que vous mettez votre bien en vente, les agences sont ravies parce qu'elles n'ont plus rien à vendre et elles vous le vendent rapidement en France. Des biens qui étaient à vendre, qui se vendaient en 5 ans, aujourd'hui, les délais sont raccourcis comme c'est inimaginable. Donc voilà un petit peu le phénomène en ce moment, c'est vraiment cette fluidité du marché et qui est, c'est magique pour tous les Français qui veulent déménager aujourd'hui, et tant mieux. En revanche, on voit par rapport aux prix, les prix, oui, les prix montent. Et même phénomène en Ile-de-France qu'en France, les maisons, puisque tout le monde veut des maisons, c'est un phénomène assez récent, là par contre, de cette pandémie, les maisons montent plus vite que les appartements. Bon, c'est la revanche des maisons sur les appartements, si on peut dire. Mais le maximum qu'on ait enregistré comme hausse annuelle, c'est du 7%, 7,30. Vous allez voir un peu en détail. On n'est pas encore, je ne vais pas dire que la France joue petit bras, mais je ne sais pas si vous avez vu dans les pays de l'OCDE, la moyenne des pays de l'OCDE, parce que c'est un phénomène mondial cette histoire de logement, est de 9,5. Des principaux pays de l'OCDE, les prix ont augmenté au premier trimestre sur un an de 9,5. La France est en dessous. Donc il faut croire qu'il y en a qui augmentent de 10, 12, 15%. Et ça, c'est au Canada ou ailleurs. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment un phénomène mondial. Il ne faut pas toujours... Donc on va revenir sur l'Île-de-France, après avoir fait ce petit tour planétaire. Donc alors en Île-de-France, la particularité, c'est que vous avez vraiment deux marchés complètement différents. C'est pas la première conférence de presse où on le dit, mais ça se répète encore aujourd'hui. Vous avez Paris et le reste de l'Île-de-France. Alors il ne faut pas dire qu'il y a l'Île-de-France et le reste de la France, parce qu'en fait, la petite couronne et la grande couronne, aujourd'hui, ont les mêmes dynamiques que le reste de la France. Et en réalité, il n'y a peut-être que Paris, et ça on vous le dira lors d'une prochaine conférence nationale en décembre, quelques métropoles, les principales métropoles de province, où il y a des pauses, parce qu'en fait, il y a un mouvement centripète qui a lieu aujourd'hui. Comme les gens veulent changer leur logement pour s'agrandir, s'ils ont encore un petit peu plus de sous, ils achètent un jardin. Mais l'objectif, c'est de s'agrandir. Et pour s'agrandir, à part Grenoble, où vous avez le centre-ville qui est moins cher que le reste, que la banlieue de Grenoble, toutes les autres villes en France, là où c'est le plus cher, c'est dans le centre-ville. Donc pour s'agrandir, il faut aller chercher à l'extérieur. C'est tout bête. Et donc il y a un mouvement centripète qui se fait comme ça. Celui qui est à Paris va en petite couronne, celui qui est en petite couronne va en grande couronne, celui qui va en grande couronne va encore un petit peu plus loin, etc. Et c'est valable comme ça dans tout le reste de la France. Je ne sais pas si les questions, on les fera peut-être tout à l'heure. Vous êtes sûr? Ça serait le centrifuge qui... Oui, voilà. Bon, on est ok. dans le fuge que dans le fait. Ok, Wikipédia. Merci pour la correction alors. Donc voilà, Paris et Petite Couronne, c'est vraiment deux marchés différents. Et vous allez voir, tant pour les volumes que pour les prix, d'ailleurs.
Parce que là, c'est complètement, on est toujours à dire qu'il y a une influence entre les volumes et les prix. Ben là, de nouveau, ça se renouvelle. Quand il y a moins de volume, moins d'excitation sur le marché, eh bien, les prix se calment. Voilà. Alors, voyons un petit peu dans le détail. On va commencer par le slide que maintenant est devenu classique depuis la pandémie. On vous met mois par mois, là, donc c'est sur le premier semestre, les volumes, où on compare à 2020, mais on a mis aussi 2019. Pourquoi? Parce que le premier semestre 2021 n'est absolument pas comparable à celui de 2020. N'oubliez pas que quand même en 2020, il y avait pratiquement 3 mois d'arrêt. Donc je ne sais pas si c'est très pertinent de comparer 21 à 20. Alors en revanche, quand on compare 21 à 19, qui lui était un premier semestre très dynamique, hein, c'était exceptionnel, on était dans les records, vous voyez qu'on n'est qu'à moins 2% des volumes sur le premier semestre, pour vous dire qu'on a retrouvé tout le dynamisme de 2019. Donc 2019 qui était une année exceptionnelle, on peut très raisonnablement penser que 2021, Île-de-France tout confondu, on va avoir un très bon cru également. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit sur le tableau de droite, par rapport aux 10 dernières années, vous voyez que ce premier semestre, on est à plus 13%. Bon, c'est vrai que les volumes depuis 10 ans en Île-de-France, c'était toujours un peu chaotique. Hein. Depuis 10 ans, ça enregistre divers phénomènes. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est également très dynamique. Et on va voir où c'est particulièrement dynamique. Le slide là, beaucoup plus classique que vous connaissez, c'est les prix et les volumes. Donc là, vous voyez une hausse des prix qui ralentit un petit peu, mais comme c'est tout logement confondu, on va dire que ce ralentissement des prix, c'est beaucoup dû à l'influence de Paris. Vous allez voir pourquoi. Mais par contre, le marché actif, ben, vous voyez qu'on atteint presque le record de 2019, qui était de 180 000 transactions sur un an. Bon, ben là, on est à 171 840. Si le dynamisme continue comme ça, et on va vous dire un petit peu ce qui se passe à Paris en ce moment, on peut s'attendre, pas à flirter les 180 000, mais on peut les approcher. Voilà. Et alors les prix, vous voyez que les prix, alors qu'on était à une augmentation de 4,8% au premier trimestre, aujourd'hui, on a une augmentation de 3,1%. Donc voilà, cette hausse ralentit. Est-ce qu'elle va ralentir pour longtemps? C'est pas si sûr. Un peu de suspense. Alors, voyons pour appartements et maisons. D'abord les appartements, la même slide, mais pour les appartements, où on voit donc que là, l'influence de Paris est beaucoup plus forte, puisqu'on sait bien qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de maisons. Donc, dans le marché immobilier des appartements, ben, cette influence est encore plus forte. Et donc, du coup, tant sur les volumes que sur les prix, mais on va dire que le dynamisme de la Grande Couronne l'emporte aujourd'hui sur le marché parisien qui est un peu au ralenti. Il n'empêche qu'on est encore quand même à 13%, comme je vous l'ai dit, par rapport aux 10 dernières années. Voilà. Alors pour la moyenne en Île-de-France sur les prix, de 3,6%, on est à 2,1% pour l'ensemble des logements. Pardon, pour l'ensemble des appartements. Ce n'est pas le même phénomène pour les maisons, vous allez le voir. Alors oui, non, si, c'est pour les mois à venir d'abord. Pour les mois à venir, ce ralentissement de cette hausse devrait se prolonger puisqu'on passerait de 2,2 à 1,7% pour l'ensemble des appartements en Île-de-France. Vous voyez, on est loin des 9,5 de l'OCDE. Mais je trouve que, enfin personnellement, cette pause, elle est vraiment la bienvenue. Et elle aussi, cette pause de prix entretient la fluidité. Alors, les maisons, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque vous voyez que les maisons, vous n'avez pas l'influence de Paris. Et donc là, bah, c'est presque aussi dynamique que de 2019. En 2019, vous aviez 56 200 ventes. Là, vous n'avez pas ce chiffre sur la slide. Donc, 56 200 ventes en 2019. Et on est à 54 350. Donc, on est quasi dans le dynamisme de 2019. Et quand on sait ce qui s'est passé un peu tout cet été dans les études, on peut s'attendre encore à une augmentation. La tension, du coup, qui dit dynamisme dit souvent tension. Ben là, c'est vrai, la tension, elle s'est traduite. Bon, elle s'est un petit peu atténuée
Entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, on est passé de 7,3% d'augmentation pour les maisons à 5,1%. Mais, c'est momentané. Et on peut passer, Christelle, la slide suivante. Eh bien, ça repart à la hausse, au quasi augmentation du premier trimestre, puisqu'on va repasser à une augmentation de 7% sur les bases des avant-contrats. On a constaté ça. Donc les prix continuent à monter. Alors la particularité tout de même qu'on peut observer, c'est que le marché des maisons est toujours très très cyclique. Vous le voyez là sur cette slide, on voit bien ces vagues en fonction des saisons, parce qu'on ne cherche pas forcément une maison en hiver, et on la cherche plutôt au printemps pour les beaux jours. Et bien là, la particularité, c'est que depuis le début de la pandémie, enfin depuis qu'on est sorti de ce premier couvre-feu de mai dernier, ça n'arrête pas. Cette recherche de maison, il n'y a aucune pause, et ce qui explique donc cette augmentation des prix permanente. Il n'y a plus de pause saisonnale depuis 18 mois. Voilà pour les grandes tendances. Maintenant, eh bien, Marc va nous expliquer ce qui se passe à Paris et en Île-de-France en détail. Oui, merci Thierry. Donc on va rentrer encore plus dans le détail pour confirmer ce que viennent de dire Cédric et Thierry. Alors, on va d'abord commencer par les tendances à Paris. Sur les volumes de vente d'appartements anciens, donc le nombre de ventes trimestrielles d'appartements anciens à Paris a progressé de 23% au deuxième trimestre 2021. Et on voit sur le slide que par rapport au deuxième trimestre moyen des 10 dernières années, l'augmentation est de 6%. Alors, je vous rappelle quand même que l'année dernière, et c'est ce qu'expliquait Thierry, c'est que donc le premier semestre avait été fortement impacté par la Covid 2019 et le premier confinement. Et au deuxième trimestre, les volumes de vente d'appartements à Paris avaient chuté de 24%. Là, on a repris 23%. Donc le phénomène de rattrapage post-premier confinement s'est donc bien vérifié et confirmé dans les chiffres. Si on parle plus particulièrement de chiffres, donc le nombre de ventes d'appartements anciens sur les 12 derniers mois est de 33 020 appartements vendus. Et sur le deuxième trimestre 2021, 8 530 appartements anciens se sont vendus à Paris. Ce qui est quand même important de voir, c'est que pour confirmer ce rattrapage, quand on compare les 12 derniers mois avec les 12 mois précédents, la baisse du volume des ventes à Paris n'est que de 1%. Sur les chiffres, donc sur le prix des appartements anciens à Paris. Donc les prix de vente des appartements anciens à Paris résistent. Voilà. Moins 0,2% en rythme annuel pour un prix au mètre carré de 10 650 €. Au regard des indicateurs avancés, nous sommes à moins 0,8% à octobre 2021, mais en rythme annuel. Mais on remarque effectivement que ces mêmes indicateurs avancés nous informent qu'il y aura une petite reprise à la hausse, puisque le prix au mètre carré à Paris pourrait atteindre 10 770 € en octobre par rapport aux 10 650 € du deuxième trimestre. Donc, depuis un an, on oscille entre 10 600 et 10 800 € du mètre carré. Certains penseront effectivement que Paris connaît une tendance baissière. Ce n'est pas ce que nous pensons. Sur le slide, vous avez une ligne rouge. Alors, est-ce que c'est ça? Le slide d'avant. C'est le slide d'avant, pardon. Est-ce qu'on peut remettre le slide d'avant? Oui, non. Christelle? Non, Christelle, le slide d'avant. Voilà. Merci. Donc, on identifie donc sur le graphique la barre des 30 000 ventes par an à Paris. D'expérience, cette barre de 30 000 € est celle en deçà de laquelle les prix amorcent une baisse. Or, aujourd'hui, on voit bien effectivement qu'on est en reprise au deuxième trimestre de 2021 avec 33 000 ventes, sachant que, et c'est ce qu'on explique, l'activité dans les études notariales a fortement repris depuis le mois de septembre et rien n'augure une baisse des volumes de vente pour descendre en deçà de cette barre de 30 000 ventes par an. Donc nous restons tous très confiants
sur l'avenir. Oui, puis tout ça, ce sont des moyennes, mais à Paris, vous savez que vous avez quand même plusieurs marchés. Hein, du studio 5 pièces, c'est pas la même chose. Donc, bon, voilà, la moyenne, ça, ce sont des moyennes qu'on vous donne. Le marché du 5 pièces, de toute façon, est toujours plus compliqué quand le marché n'est pas très dynamique. Ça, de tout temps. Parce que, évidemment, à des prix à 11 000 € de moyenne, sachant que dans le 5 pièces, la moyenne du prix au mètre carré est plus élevée parce que ce sont souvent dans des quartiers plus chics et dans des immeubles Haussmann, c'est plutôt du 13 ou 14 000. Bah, faut les sortir, hein, les 1,5 million. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'acquéreurs pour les 5 pièces. Donc le marché du 5 pièces est plus compliqué aujourd'hui que le studio du 2 pièces ou du 3 pièces. Voilà. Mais enfin, pour vous donner c'était pour vous donner la moyenne générale. Et cette influence entre les volumes et les prix, où on voit bien sur ce graphe que nous, on pensait atterrir à 30 000. Et on vous l'avait dit d'ailleurs lors des dernières conférences de presse, que le seuil des 30 000 approchait dangereusement et pouvait annoncer un décrochage des prix, parce que quand à Paris ça baisse toujours, on l'a bien vu ces dernières années, de 2-3% par an. Alors que quand ça augmente de 5, 6, 7%. Donc vraiment cette pause, elle est bienvenue, tant mieux, mais on peut craindre qu'avec cette réaugmentation des volumes, ça reparte un petit peu à la hausse. Oui, c'est ce qu'on disait effectivement Thierry, c'est que les prix à Paris ont baissé de novembre à mai 2021 et depuis ils sont repartis à la hausse. Alors voilà, c'est toujours pareil, c'est moyenne annuelle. On enregistre des trimestres un petit peu négatifs. Alors les statisticiens vont vous dire qu'entre -1 et +1, on dit que c'est stable. Et là, c'est vrai, vous voyez, c'est du -0,2, du -0,8, du +0,8. Et donc, quand on enregistre sur un an plusieurs petits trimestres comme ça, avec du -0,5 ou -0,8, sur un an, ça commence à faire. Mais voilà, donc on va voir, ça ne traduit pas forcément les tendances actuelles. Donc, vous pouvez toujours dire que les prix baissent. Je sais qu'il y a une journaliste hier qui m'a interrogé là-dessus. Bon, c'est vrai que si on dit que c'est du moins, est-ce que ça baisse vraiment? Je ne sais pas. Surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment dans les études et dans les agences. Depuis 15 jours, 3 semaines, là, c'est reparti. C'est reparti, oui. Voilà. Alors, on va passer au slide des arrondissements. Bon, alors là, c'est assez clair, effectivement, c'est bien le centre de Paris qui est le plus cher, là où il n'y aura bientôt plus de voitures, finalement. Ensuite, on identifie parfaitement la ligne bleue claire des arrondissements qui résistent encore à la sirène des barres des 10 000. Et tous les autres arrondissements se négocient au-dessus de 10 000 € du mètre carré en prix standardisé. Sur le second slide, alors c'est particulièrement intéressant parce que je fais toujours un petit comparatif par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, puisque je présente toujours les deuxièmes trimestres. On va t'appeler monsieur deuxième trimestre. Voilà, c'est ça. L'année dernière, au deuxième trimestre, tous les arrondissements étaient en hausse, sans exception, et même 3 arrondissements étaient en hausse de plus de 10%. Alors aujourd'hui, on est très éloigné de cette situation. 12 arrondissements sont en légère baisse et 5 en légère hausse. C'est pour ça effectivement qu'on parle de stagnation, puisqu'on est globalement entre moins 2,3 et plus 2,7%. Donc dans l'idée, effectivement, c'est que nous constatons que les prix à Paris résistent dans cette tranche. Nous avons l'habitude de vous donner quelques exemples de ventes dites exceptionnelles qui se sont réalisées au cours du deuxième trimestre. Donc citons un triplex à Saint-Thomas-d'Aquin dans le 7e arrondissement de 220 mètres carrés qui s'est vendu à 30 737 € le mètre carré. Mais on peut également citer une vente qui s'est réalisée dans un arrondissement qui n'est pas un habitué des ventes exceptionnelles. Le 18e arrondissement, en Grande Carrière, une vente d'un triplex de 350 mètres carrés à 31 429 € le mètre carré, soit 11 millions d'euros. Ouais, oui, c'est Montmartre. Oui, avec certainement une belle terrasse et un beau jardin. Enfin bon. Montmartre avec vue exceptionnelle, voilà, j'imagine. Alors sur la Petite Couronne, concernant les évolutions des ventes des appartements anciens en Petite Couronne, alors ils ont augmenté, fortement augmenté. Vous avez 17% de hausse des volumes de vente anciens pour l'ensemble des départements de la Petite Couronne, avec en détail 15% de hausse pour les Hauts-de-Seine, 16% de hausse des volumes en rythme annuel en Seine-Saint-Denis et 21% de hausse des volumes de vente en rythme annuel pour le Val-de-Marne.
Et par rapport au second trimestre moyen des 10 dernières années, nous constatons des hausses respectivement de 6% pour les Hauts-de-Seine, 13% pour la Seine-Saint-Denis et 9% pour le Val-de-Marne. Pour rappel, donc l'année dernière, au deuxième trimestre 2020, la crise sanitaire avait entraîné une baisse homogène des volumes de vente d'appartements anciens à Paris de 20%. Donc on remarque également le même phénomène de rattrapage que pour Paris. Sur l'évolution des volumes de vente de maisons anciennes en petite couronne, alors bien entendu, les volumes de vente ont été boostés par la recherche d'espaces plus grands et de bouts de jardin, c'est ce que Thierry et Cédric disaient. Pardon ? Non, vas-y. Bon, ok. Donc 22% de hausse des volumes de vente de maisons anciennes pour l'ensemble des départements de la petite couronne, avec donc dans le détail, 14% de hausse pour les Hauts-de-Seine, 32% de hausse en rythme annuel en Seine-Saint-Denis et 17% de hausse des volumes de vente en rythme annuel pour le Val-de-Marne. Bon, je rappelle quand même, et je le dis toujours, alors non, c'est pas là que je le dis, c'est que... attendez, voir... Mais là, c'est vrai que je ne sais pas s'il faut comparer à 2020 non plus. Le T2 au T2, il vaut mieux comparer avec la barre qui est plus légère et qui, elle, représente les 10 dernières années. Oui, là, on se rend vraiment compte de ce qui se passe. Oui, parce que l'année dernière, les appartements, les maisons étaient... Le deuxième trimestre, il y avait... il y avait 27% de baisse pour la petite couronne. Il y avait avril et mai qui étaient quand même confinés. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, si on compare par rapport à la moyenne des 10 dernières années, les évolutions sont soit négatives, soit en légère hausse. Moins 5% pour les Hauts-de-Seine, moins 2% pour la Seine-Saint-Denis et plus 2% pour le Val-de-Marne. Alors, ça s'explique assez facilement, c'est toujours le même sujet, c'est que le marché de la maison ancienne en petite couronne est plus contraint et restreint qu'en grande couronne. La grande couronne ayant par ailleurs la capacité de s'étoffer dans cette gamme de produits immobiliers, ce qui n'est pas le cas de la petite couronne, ou très peu. En comparaison, 2890 maisons anciennes ont été vendues dans la petite couronne au deuxième trimestre 2021, contre 9680 maisons anciennes vendues dans la grande couronne. Bon, par ailleurs, on peut aussi imaginer que ceux qui aujourd'hui sont propriétaires d'une maison en petite couronne et qui ne souhaitent pas s'expatrier trop loin de Paris vont conserver précieusement leur nid. Ah oui, ils se la gardent. Voilà, ils se la gardent. Donc ça ne vient pas fluidifier le marché non plus de la maison en petite couronne. Sur l'évolution des prix des appartements anciens en petite couronne, les prix sont à la hausse, avec une augmentation de 4,4% pour un prix au mètre carré de 5 390 €. Dans le détail, vous le voyez sur le slide, 4,3% de hausse pour les Hauts-de-Seine pour un prix au mètre carré de 6 590 €. 4,7% de hausse en Seine-Saint-Denis pour un prix au mètre carré de 4 020 € et 4,4% de hausse dans le Val-de-Marne pour un prix à 5 120 €. Ce n'est donc, en termes de prix, ce n'est pas du tout la tendance constatée à Paris, où effectivement les prix, c'est plutôt flat à Paris par rapport à la petite couronne sur les appartements. Et par ailleurs, avec les indicateurs avancés à octobre 2021, la hausse se maintiendrait en Seine-Saint-Denis, mais serait plus limitée dans les autres départements. Alors, sur les prix par commune, alors depuis des années, donc Thierry me dit que Paris est plus cher que Neuilly-sur-Seine. Cette année, je suis obligé de le démentir pratiquement, puisqu'on a le même prix pour les deux communes. Neuilly-sur-Seine et Paris sont à 10 650 € du mètre carré. Et cette carte fait quand même bien ressortir la tendance haussière qui est plus marquée à l'est. Voilà, avec des augmentations notamment à Champigny-sur-Marne de 7,4%, Saint-Maur-des-Fossés 6,6% et Créteil 5,5%. Donc ça augmente plus à l'est. Sur l'évolution des prix des maisons anciennes en petite couronne, alors évidemment, on pouvait s'en douter, la pénurie de biens impacte à la hausse le prix des maisons anciennes, avec une augmentation de 5,8% rythme annuel et un prix unitaire d'une maison ancienne à 412 500 €, avec de fortes augmentations, ça c'est clair, encore plus marquées en grande couronne, comme le dira Christian. Donc une augmentation de 6% dans les Hauts-de-Seine pour un prix unitaire d'une maison ancienne à 686 800 €, 5,4% en Seine-Saint-Denis
à 310 100 € et 5,9% dans le Val-de-Marne pour un prix unitaire d'une maison à 409 100 €. Nous avons atteint un record de prix pour les maisons anciennes dans tous les départements de la Petite Couronne. Et les indicateurs avancés annoncent que cette hausse va se maintenir à autour de 6%. Bon, Hauts-de-Seine, il n'y a pas assez d'éléments sur les indicateurs avancés, mais en Seine-Saint-Denis, plus 5,3% et 6% dans le Val-de-Marne. Alors, quitte à nous répéter, si je puis dire, ou à répéter ce qui a été dit, c'est que la Covid et le télétravail ont fait bouger les curseurs dans la tête des acheteurs, c'est indéniable. Les critères d'acquisition ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant la Covid. Pour beaucoup, son chez-soi doit répondre aujourd'hui à un besoin de plus d'espace, plus de verdure et plus de sécurité par rapport au monde extérieur, les 3 plus étant cumulatifs. La pierre s'inscrit de manière pérenne dans cette double acception, enfin ce ne sont pas les seuls, mais qui sont la pierre refuge, patrimonialement parlant, que tout le monde connaît, mais aussi la pierre qualité de vie, sanitairement parlant, l'endroit où on protège sa santé et celle de ses proches. Et ça, ces paramètres-là, effectivement, ont beaucoup fait bouger les curseurs sur effectivement la détermination de ces choix dans les achats immobiliers. Et pour terminer sur la carte des prix des communes, eh bien, écoutez, c'est comme pour les appartements, hein, la hausse est bien plus marquée à l'est qu'à l'ouest. Voilà, donc je laisse à Christian le soin de nous présenter la Grande Couronne. Merci Marc. Alors, comme indiqué précédemment, il n'y a pas un marché, mais des marchés en Île-de-France. Et plus on s'écarte de Paris, plus l'activité est dynamique et plus les prix ont tendance à monter. Effet centrifuge. Oui, merci. Merci, tu as regardé sur Wikipédia, c'est ça? Il ne faut pas se méprendre. L'activité est exceptionnelle et ce niveau d'activité ne saurait être la nouvelle référence. À pas oublier dans le futur, ce n'est pas parce que ça baisse un peu plus tard dans les volumes qu'on sera forcément en crise. Là, on a vraiment une situation qui est exceptionnelle, c'est ce qu'on disait pour la France entière. Nous sommes nous-mêmes surpris par ce dynamisme, compte tenu de la situation sanitaire et économique que nous avons connue, et ce n'est peut-être pas complètement fini, qui aurait pu laisser penser que les choses auraient pu être beaucoup plus compliquées. Après le confinement, on avait noté un gros regain d'activité dans de nombreux domaines, avec le sentiment que les gens passaient plus facilement à l'acte. Cela perdure, tout au moins dans l'immobilier. Et pour dépasser la Grande Couronne urbanisée, il est à noter un regain certain pour les zones rurales, jusqu'alors un peu délaissées. Beaucoup ont voulu retrouver ou tout simplement cherchent une meilleure qualité de vie. On en revient toujours un peu à la même chose, ce qui motive effectivement le niveau du marché aujourd'hui. La grande question est de savoir si ce phénomène va perdurer et si cette nouvelle tendance est bel et bien irréversible. Pour ce qui concerne les volumes, ce dynamisme exceptionnel se traduit en termes de volume aussi bien pour les appartements que pour les maisons, avec une progression quasi similaire de 22% pour les appartements et 21% pour les maisons en un an. Seules les Yvelines sont un peu en retrait par rapport aux 3 autres départements, avec 13% de progression, alors que les autres départements sont entre 21 et 29%. Il en est de même pour les maisons, les Yvelines étant en progression de 8%, alors que les autres départements se situent entre 21 et 30%. Le niveau des prix dans les Yvelines y est certainement pour quelque chose. Contrairement aux départements de la Grande Couronne, où les prix sont restés raisonnables et ont relativement peu évolué ces dernières années. Si l'on regarde les 10 dernières années, sur les 10 dernières années, on peut noter qu'on est à des niveaux d'activité historiquement élevés, puisqu'on est à plus 29% pour les appartements et plus 17% pour les maisons. L'écart entre appartements et maisons semble important, mais il ne faut pas oublier qu'il a été beaucoup construit pendant cette période, et principalement des appartements. Oui, ça, tu as raison d'insister sur les appartements, parce que c'est vraiment le phénomène nouveau depuis un an ou deux, parce que les appartements en Grande Couronne, quand on allait en Grande Couronne, on voulait une maison. On ne voulait pas un appartement. Et donc le marché des appartements en Grande Couronne était assez atone pendant 5 ans. Et on a beaucoup construit parallèlement, donc le parc a augmenté.
Et on va dire que c'était un marché super équilibré où il y avait suffisamment d'offres pour la demande. Donc pendant plusieurs années, souvenez-vous, le marché était sain, stable, les prix n'augmentaient pas, marché sage, on peut dire. Et là, comme il y a vraiment beaucoup plus de demandes pour aller trouver de la superficie, les gens n'hésitent plus à chercher des appartements en grande couronne, et ce qui fait que l'offre ne correspond plus à la demande, et ce qui explique, vous allez le voir, des augmentations de prix. Effectivement, donc les volumes tirent les prix par le haut, d'autant plus que les produits à vendre se font rares. Bon nombre d'agences qui passent dans nos études se plaignent de ne plus avoir grand-chose en portefeuille. Alors, on parlait de rotation tout à l'heure, effectivement, qui était plus importante. C'est vrai également, évidemment, pour la Grande Couronne. Ainsi, pour les appartements, la hausse est similaire dans les 4 départements de la Grande Couronne, avec environ 4% de progression sur un an. La Seine-et-Marne connaissant la plus forte augmentation avec 4,4% et une variation sur 3 mois corrigée des valeurs saisonnières de 2,2%. Les prix se situent à 2 840 € pour la Seine-et-Marne, 2 870 € pour l'Essonne, 2 970 € pour le Val d'Oise et 4 190 € pour les Yvelines. Si l'on regarde les chiffres des avant-contrats, la progression des prix pourrait passer de 4,1 à 5,9% sur un an, avec là encore la Seine-et-Marne qui se démarque avec une progression attendue de 7,3% en octobre 2021. Ça chauffe. Ça chauffe. Si l'on rentre un peu dans le détail des prix, on voit que tout est en bleu, exception faite d'Argenteuil qui connaît une légère baisse. Peut-être la proximité de Paris. En tout cas, parmi les communes les plus significatives, on peut citer Versailles, qui bat tous les records, que ce soit en termes de prix ou en termes de progression, avec plus 10%. À croire qu'à Versailles, il fait bon vivre. Pour les maisons, là encore, la hausse annuelle des prix est à peu près similaire dans tous les départements, autour de 4,8%. La progression la plus importante étant une nouvelle fois la Seine-et-Marne, avec une progression de 5,3%. Les prix s'établissent entre 260 000 € pour la Seine-et-Marne, 407 600 € pour les Yvelines, avec entre deux 306 000 € pour le Val d'Oise et 315 100 € pour l'Essonne. Si l'on regarde les avant-contrats, on assiste à une nouvelle augmentation des prix et l'on passerait de 4,8% à 7,3% sur un an. Là encore, la variation sur 3 mois progresse significativement. Donc, ce n'est pas fini. Voilà, si on rentre dans les prix, dans le détail des prix, là encore, tout est en bleu, exception faite cette fois-ci de Conflans-Sainte-Honorine avec une baisse de 2,1%. Voilà pour la Grande Couronne. Ce que l'on peut noter également pour la Grande Couronne, c'est que la part des maisons vendues est supérieure à celle des appartements, 53% contre 47%, ce qui n'a pas toujours été le cas. Que la grande majorité des appartements vendus sont des 3 pièces et plus. Ça représente 65%, et la surface médiane étant de 64 mètres carrés. Que pour les maisons, 29% sont des 3 et 4 pièces, et 71% au-delà. Enfin, que pour les appartements, plus c'est grand, plus le prix au mètre carré baisse, mais pour les maisons, c'est l'inverse. Recherche de qualité, effectivement, on est prêt, voilà. En conclusion, pour ce qui concerne la Grande Couronne, je dirais que je suis assez optimiste pour les mois à venir. Mais attention, la situation est exceptionnelle et le contexte sanitaire et économique fait que tout reste très incertain. Bon, c'est vrai qu'on a intégré l'effet Covid et on gère beaucoup mieux qu'au moment de du premier confinement, c'est une évidence. Donc si la situation venait à se dégrader, on a mis en place quand même des méthodes de travail qui permettent de continuer à travailler quand même beaucoup mieux. Ça avait été le cas au deuxième trimestre 2020. Mais bon, ça reste quand même très incertain. Et une chose est sûre, c'est que ce sont les taux pratiqués par les banques qui restent très bas, qui incitent à l'acte d'achat. Et tant que ces taux resteront là où ils sont, on peut penser qu'il n'y a pas de raison que les choses s'inversent. Voilà, je vous remercie. Merci Christian. Oui, alors il y a aussi peut-être une synthèse là, de vos deux interventions. C'est sur les maisons. Le marché des maisons, habituellement, le marché le plus tendu dans les maisons, c'est en petite couronne, et c'est là où les prix montent le plus.
Le trimestre dernier, c'était là où, de tous les indicateurs, c'est là, le marché le plus tendu, c'était les maisons de petite couronne, parce que marché de rareté, où tout le monde en veut. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Le marché, vous avez vu, qui monte le plus de toute l'Île-de-France, ce sont les maisons grande couronne. Comme quoi là, je pense que c'est vraiment l'influence des volumes qui fait que, tu vois, 7,3%, c'est vraiment impressionnant. Oui, d'autant plus que de la maison individuelle en grande couronne, il y en a beaucoup. Donc voilà, on parlait de la petite couronne et l'évolution des prix. On a vu qu'effectivement pour les appartements, il y avait un ralentissement, que pour les maisons, ce n'est pas le cas. Et la grande couronne, effectivement, ça monte dans tous les sens. Oui, parce que la maison est un peu moins chère quand même en grande couronne qu'en petite couronne. Donc il y a plus de demandes, en fait, c'est ça l'idée. Voilà. Toujours pareil. Beaucoup de gens veulent une maison et ils n'hésitent plus aujourd'hui à aller loin. Et donc le marché est plus déséquilibré parce qu'il y a beau y avoir beaucoup de volume, il y a encore plus de demandes que d'offres. D'où la tension sur les prix, qui est encore plus forte en grande couronne. Voilà. Petit focus sur les parkings. Alors on a fait parking sur toute l'Île-de-France. Alors que j'essaye de vous commenter ces tableaux. Vous voyez d'abord le nombre de parkings pour une centaine d'appartements. Entre Paris, vous voyez à Paris pour les studios et à l'inverse les 4 pièces, on voit bien que quand il y a 100 appartements vendus, à Paris pour 100 studios vendus, il n'y a que 7 parkings qui l'accompagnent, la vente. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un peu logique parce que les studios, ce sont des célibataires, ils n'ont pas besoin de voiture, donc il n'y a pas de, ça n'est pas accompagné d'une... Alors qu'en revanche, quand on achète à Paris un 4 pièces, il y a 26 parkings. Donc un quart des ventes sont accompagnées d'un parking, parce que les 4 pièces, c'est des familles qui ont plus besoin de voitures. Tout ça, c'est très logique. Mais voilà, on vous le traduit là, dans ce tableau-là. Et vous voyez la différence entre Paris et la petite couronne et la grande couronne, où là, même la grande couronne, quand il y a 100 appartements vendus, il y a 107 parkings. Donc il y a plus de parkings vendus que d'appartements. Ce qui explique, ça s'explique très bien, en grande couronne, on a vraiment besoin de la voiture, et dans les familles, on a besoin quelquefois de 2 voitures, une pour monsieur, une pour madame. Donc voilà, c'est des chiffres qu'on vous donne parce que c'est des évidences, mais là, vous avez des chiffres que vous n'avez pas forcément accès souvent. Alors, ensuite, l'évolution des prix. Vous voyez l'évolution des prix des parkings en 20 ans par rapport à l'évolution des logements. Et là, ça peut peut-être plus étonner parce qu'on voit que les parkings évoluent peu par rapport aux appartements. Vous voyez qu'en 20 ans, à Paris, les parkings ont augmenté de 60%, alors que les logements ont augmenté de 270%. Donc c'est quand même pas du tout la même chose. En petite couronne, il y a plus de demandes que d'offres, et donc vous avez pratiquement, pour les parkings, 100%, alors que les appartements, c'est 77%. Donc il y a plus de demandes de parking en petite et grande couronne, donc le marché des parkings évolue un peu mieux qu'à Paris. Et alors on le voit sur le graphe suivant, pour essayer de le comprendre. Vous avez la grande barre au milieu qui vous dit, entre abscisse et ordonnée, vous voyez, à gauche, c'est le multiplicateur des prix de parking, et en bas, les multiplicateurs des prix des logements. Et si ça évoluait au même rythme, eh bien, on serait sur la barre noire qui traverse tout le graphique. Et ce n'est pas du tout le cas, comme je vous le disais, puisque les parkings évoluent moins que les appartements. Alors pour toute l'Île-de-France, vous voyez le grand point noir au milieu, eh bien, les logements ont augmenté de 2,7%, alors que les parkings n'ont augmenté que de 1,7%. Paris, qui est complètement à droite, les parkings ont augmenté de 1,6%, alors que les logements de 3,7%. Voilà, donc ça, je vous invite à... Je ne sais pas si vous voulez faire des focus dans vos papiers sur le parking, ça peut intéresser... Il y a souvent des investisseurs qui nous disent « ouais, on veut investir dans le parking ». Oui. Le neuf, comme toujours, c'est le neuf hors TVA, donc ce ne sont pas les ventes en état futur d'achèvement, si vous voulez. C'est sur l'ancien. Ancien et récent, on va dire.
Voilà pour les parkings. Alors en conclusion, toujours une demande sur les étrangers. Alors les étrangers non résidents, ça n'étonnera personne, sont toujours absents du marché. Vous avez à Paris en acquéreurs depuis un an 1,8% d'acquéreurs non résidents par rapport à 2008 où on avait enregistré un record où il y avait 4% d'acquéreurs non résidents. Donc c'est moitié-moins. Et pour vous donner une idée des acquéreurs non résidents dans toute l'Île-de-France, c'est 0,7%. Donc c'est quasi vraiment la petite tête d'épingle. Hein. 0,7%, c'est moins de 1% pour toute l'Île-de-France. Donc on est vraiment dans un marché franco-français, francilien, on va dire. Hein. Voilà. Alors, est-ce que cette tendance centrifuge doit continuer ? On peut le penser parce que quand on voit aujourd'hui, je crois que les réponses, vous l'avez quand même souvent dans le télétravail. Et l'attitude des entreprises ou des employés par rapport au télétravail. On voit bien depuis la rentrée qu'il y a une demande soutenue des employés d'avoir du télétravail, mais pas du télétravail à 100%. Il n'empêche que, ça y est, les habitudes sont prises et rares sont les entreprises à dire, j'en connais une ou deux, qui ont dit, allez, tout le monde revient. Ça s'est traduit par des départs. Hein. Alors, si je peux me permettre, Thierry, il y a des entreprises qui ont dit tout le monde revient, mais ils ne reviennent pas. C'est aussi ça. Ça, aussi, ça dépend de l'autorité voilà. Aussi. Non, mais ils ne reviennent pas apparemment. Hein. Oui, ils démissionnent. Non, ils ne reviennent pas. D'accord. Voilà. Ils continuent à bosser, mais à la maison. Donc, c'est un peu surprenant. Voilà, donc ce phénomène-là, très franchement, on pense qu'il va perdurer, ce télétravail, peut-être pas à 100%, hein, parce que là, c'est quand même des cas un peu rares, mais il va perdurer. Et cette volonté de changement de vie, ce qu'on constate, c'est que cette pandémie, même si les gens pensaient à changer de vie, pensaient à changer de lieu de vie même, la pandémie a été quand même souvent un déclencheur. Mais déclencheur qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, parce que changer de vie ou changer de lieu, quand on a des enfants, quand on est en couple, ça suppose des décisions, ça suppose d'attendre que les enfants passent du primaire au secondaire, etc. etc. Donc, c'est, comme on l'a déjà dit, nous, on ne voit pas de tsunami de ce genre de phénomène. C'est plutôt une vague lente, une vague de fond, qui va perdurer quand même pendant, à mon avis, plusieurs années. Mais il est très, très vraisemblable qu'il y ait un ressac, puisqu'on parle de vague. Et là, nul n'est capable de pouvoir dire quand est l'ampleur de ce ressac, mais voilà, on le présuppose qu'il y aura forcément des... Et puis ne serait-ce que naturellement, c'est-à-dire que des gens qui vont partir avec des enfants dans le secondaire, à un moment donné, quand les enfants vont aller au lycée, ils vont revenir, parce qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas d'offre locale suffisante. Souvent, dans les familles, c'est ce qui risque de se passer. Et donc, on y va pour quelques années, mais on sait qu'on va devoir revenir. Voilà. Donc, on va dire que pour tous ceux qui sont dans l'immobilier, tout ça, c'est bien, parce que ça fait des flux de mouvement. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Les taux d'intérêt, et comme le disait Christian, sont on ne peut plus bas. Ils ont encore baissé pour les taux longs à 25 ans. Vous pourrez aller vérifier ça. Donc, on est à pratiquement moins de 1% sur du 25 ans. C'est du jamais vu. Donc là, aujourd'hui, le carburant est vraiment pas cher. La décision d'y aller, elle a été souvent prise, mais il y a des freins, que sont les enfants, le travail aussi. Est-ce que je suis dans un boulot où je peux faire du 100% télétravail ou du 2 jours, et du coup, ça veut dire que pendant 3 jours, je vais avoir une longue distance de trajet à faire. C'est des arbitrages que les gens font aujourd'hui. Voilà. L'appétit de déménager est très présent. La fluidité du marché, comme je vous le disais, elle est là. Ce qu'on peut constater, c'est que juin, juillet, en tout cas surtout sur Paris, était calme. Il n'y avait pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de visites à Paris, mais que ce qu'on avait dit à la conférence de presse, je ne sais plus si c'était juin ou juillet,
c'est que oui, on voyait les Parisiens, après tous ces couvre-feux, ils n'avaient qu'une envie, c'était de recréer du lien social, d'aller en terrasse et d'aller faire la fête. Et le logement n'était pas du tout leur priorité, comme ça avait pu l'être l'année d'avant, où ils avaient été enfermés. Là, c'était que du couvre-feu. Donc, c'était différent. Mais ils n'étaient pas dans l'obsession de vouloir déménager. Ils étaient dans l'obsession d'aller en terrasse retrouver du lien social. Et on vous avait dit que très vraisemblablement, après les vacances, ça allait repartir. Et on constate aujourd'hui, dans les études, dans les agences, il y a des appels, il y a des visites et il y a des conclusions de promesses. Le marché est reparti à Paris. Bon, alors, petite couronne et grande couronne, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, c'est évidemment des tendances, parce qu'on n'est que le 9 septembre, mais bon, on le voit. C'est depuis le 20 août que ça recommence bien. Enfin, ils voulaient effectivement sortir, mais les Parisiens voulaient surtout partir en vacances. Hein. Donc il n'y avait personne au mois d'août non plus, mais du tout. Hein. Ouais, aussi. Alors les ombres au tableau. Les ombres au tableau, la construction. La construction est une véritable ombre à ce tableau, parce qu'on constate aujourd'hui que vous avez une volonté des maires, c'est sur toute la France, hein, de bloquer les constructions. Mon terme est volontairement fort. On a beaucoup d'exemples où les promoteurs déposent des permis en respectant à 100% le PLU, mais comme les maires savent que quand on est maire bâtisseur, on ne se fait pas réélire, et puis alors, les tendances politiques en plus y aident, ils vous trouvent des moyens pour demander des pièces supplémentaires qui n'ont rien à voir avec l'urbanisme, et je redemande des pièces, et pendant ce temps-là, les constructions ne se font pas. Donc ce qui veut dire quoi ? À force de ne pas construire, cette demande de logement, pour le moment, des Français est assez assouvie, dans la mesure où, vous l'avez vu, les Français n'hésitent plus à aller dans les villes moyennes, dans les petits villages, où il y avait des maisons qui étaient vides depuis 10 ans ou 20 ans. Et donc ils vont dans les bâtis existants qui étaient vides. Donc il y a ce sas de décompression fait que on ne va plus sur le neuf, on va en ce moment sur l'ancien. Ce que faisaient les Britanniques avant, aujourd'hui c'est les Français qui le font, et qui vont rénover ces petites maisons en province. Donc, bon, mais le jour où il n'y aura plus, et si le peu de construction continue d'y aller, eh bien forcément ça va créer des tensions sur le marché ancien, et donc une augmentation des prix qui va peut-être rejoindre les pays de l'OCDE. Autre ombre au tableau, me disent certains, l'année électorale. L'année électorale est mortifère. Oui, non. En fait, non. Il y a un vieux dicton qui dit que les années électorales ne sont pas bonnes pour l'immobilier. Vous verrez, vous regarderez sur nos graphes, à chaque fois qu'il y a une année électorale, en fait, en réalité, en région parisienne, en tout cas, ça ne s'est pas traduit par une baisse des transactions, de volume. Donc on ne pense pas, cette année, que ça aura forcément une grosse influence. La remontée des taux pourrait être également une ombre au tableau. Mais j'ai envie de dire qu'on part de tellement bas aujourd'hui qu'avant que ces taux, que cette remontée des taux influe vraiment sur la décision de déménager, il va se passer quand même quelques mois, voire quelques années. Autre ombre au tableau, évidemment, c'est toutes ces aides de Covid et puis peut-être la normalisation de l'activité économique. Là, ça c'est sûr que je ne suis pas économiste de formation. Il peut peut-être y avoir là, par contre, du souci à se faire sur une certaine typologie dans l'économie de profils qui ne sont pas sur le marché du logement, ou qui voudraient y être mais qui ne pourront pas y aller. Voilà. Maintenant, le souhait des Français d'avoir un logement plus confortable, il est là. Et quand on pose la question aux clients, ils vous disent « Oui, moi, mon pourcentage d'effort financier pour le logement, je vais l'augmenter. » Et donc, parce que le logement est devenu prioritaire. Donc, psychologiquement, les Français sont prêts à dépenser plus pour leur logement. Alors, on dit toujours qu'ils dépensent déjà énormément, mais ils sont prêts à dépenser plus parce que c'est vraiment devenu prioritaire.
Voilà. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est en tout cas le cas. Et le temps que cette vague de fonds se fasse, je pense qu'on peut s'attendre à quelques années encore de très bons crus pour les volumes. Voilà un peu la conclusion. Je ne ferai pas de Madame Irma sur plusieurs années, mais bon. Écoutez, il est temps, c'est le temps des questions. En présentiel et en digital, bien sûr. Voilà, j'ai une question devant moi. Bonjour, Christine Lejoux pour AEF Info. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Le chiffre, la hausse de 9,5% dans les pays de l'OCDE que vous avez donné, c'est sur le T2 2021 sur T1, un an. T1, d'accord, sur un an. Que j'ai vu dans Courrier International, pour tout vous dire. Et elle est pour tous les logements, appartements et maisons ou... Je vous invite à aller regarder cet article qui est assez intéressant dans le Courrier International, où il parle de quelques pays, il cite quelques pays. Ok. Et la deuxième question, c'est que quand vous avez parlé justement de la première ombre au tableau, qui est celle des lenteurs de délivrance des permis de construire, on a quand même les élections municipales maintenant qui datent de juin 2020. Comment est-ce que vous analysez justement ces refus persistants des maires à délivrer des PC? Est-ce que c'est pour des raisons je ne sais pas moi, écologiques, lutte contre l'artificialisation des sols, parce que ça dure. Vous avez beaucoup de raisons. Vous avez effectivement cette raison-là, mais vous avez aussi des raisons financières. Où c'est un de mes confrères l'autre jour qui nous disait, quand on préparait cette conférence de presse, qu'il avait rencontré comme ça un maire. Il a dit, écoute, c'est pas compliqué, j'ai 3 ou 4 programmes là, qui sont prévus sur ma commune, comme un certain nombre de logements. Ça veut dire, pour moi, de devoir construire un lycée, 2 collèges, voire une piscine. Total, 50 millions. Je vais avoir, par les taxes d'aménagement de ces promotions, une petite dizaine de millions. Je vais peut-être augmenter l'impôt foncier, et encore pour tout ce neuf-là, pendant 2 ans, ils sont exonérés. Alors peut-être que par les aides et autres, je vais avoir peut-être une dizaine de millions. Le trou, il est de 30 millions. Je ne peux pas y arriver. Vous voyez, et aujourd'hui, c'est ça. C'est l'équipement qui est nécessité par toutes ces constructions neuves. Et les communes n'ont plus les budgets pour suivre. Alors ça, c'est une des raisons aussi. Alors moi j'en ai une également un petit peu d'explication vas-y. Par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de vous dire. Simplement, moi je rajouterais qu'il y a aussi un état d'esprit. Je vais peut-être un peu voilà, je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais je pense que toutes nos administrations, qu'elles soient locales ou autres, elles devraient être là pour faciliter les choses et pas les empêcher. En réalité, souvent, on rencontre vraiment le contraire. Et je pense que dans le problème de l'instruction des permis, parfois même, moi j'ai le cas par exemple d'une ZAC dans mon secteur, où il y a quand même 800 logements, ils ont mis en place un architecte de la ZAC pour prévalider les permis, pour que ça passe bien directement sans que ça perde de temps. Pour avoir un permis, il nous faut 1 an. Il y a un problème. Logiquement, ils sont là pour faciliter les choses, et en réalité, comme on vous le disait tout à l'heure, on trouve des obligations qui ne sont pas du tout dans le cahier des charges de la ZAC, ni dans le PLU, mais on vous impose des obligations qui n'ont pas lieu d'être. Donc je pense que c'est un état d'esprit français, mais peut-être même mondial, parce que dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on complexifie les choses plus qu'elles devraient l'être. Voilà, en tout cas, moi, c'est une de mes visions. Et puis il y a un autre paradoxe en ce moment, c'est que personne ne veut de l'artificialisation des sols, mais personne ne veut de la densification. Donc il y a un moment où ça va être compliqué. C'est-à-dire que compte tenu du besoin en logement, notamment en Ile-de-France et dans les zones tendues, si on ne peut ni artificialiser ni densifier, ça va être, on ne va pas pouvoir construire. Ça, et puis ce qui est aussi très compliqué quelquefois, c'est que les maires peuvent changer d'avis. Donc nous avons aussi le cas de maires qui retirent des permis de construire qu'ils ont accordés. Oui, j'avais une question. Oui, Jérôme Augereau, PAP. J'avais une question sur l'attrait des clients sur les communes rurales. Est-ce qu'on peut avoir un profil? C'est-à-dire, est-ce que c'est des communes rurales, parce qu'il y a communes rurales, il y en a qui ont très peu de commerce, voire rien, d'autres qui ont une certaine offre pour faciliter le quotidien des gens. Est-ce qu'on sait un petit peu à quoi ça ressemble, ces communes rurales?
Alors, pour les communes rurales, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt, effectivement, pour toutes ces communes. Un regain d'intérêt lié, effectivement, à la crise Covid. Hein, et on voit que, bon, dans l'approche banlieue, bien évidemment, les gens cherchaient pas mal, mais également beaucoup plus loin. Hein. Je prends par exemple la Seine-et-Marne, où il y a des secteurs qui sont quand même vraiment, je veux dire, reculés par rapport à la zone urbanisée, et où il y a une forte activité. Alors, toute la problématique des équipements, on en a parlé également, c'est un vrai sujet. Sujet qui peut-être justement pourra expliquer le cas échéant un ressac, parce que certains vont peut-être se rendre compte qu'effectivement ils ont du mal à trouver ce qu'ils attendent là-bas. On a parlé des enfants, mais c'est quand même un vrai sujet, un vrai problème, l'accès aux écoles. Quand vous êtes à la campagne, faire des grandes études à vos enfants, si vous n'êtes pas parisien, je suis désolé, mais c'est une réalité, c'est quand même très compliqué, il y a bien des portes qui ne s'ouvrent pas. Donc je pense que ce sont des vrais sujets. Après ça, il y a effectivement toutes les activités, tout ce qui est culturel, toutes ces choses-là. Un Parisien qui va à la campagne parce qu'il dit « je suis au télétravail », bon, ok, pendant 1 an ou 2, il va trouver qu'il est au grand air et que ça lui fait du bien. Il y a peut-être un moment donné, ça va lui manquer un petit peu. Donc voilà, dire que maintenant, dans tous ces villages-là, l'activité économique, elle n'est pas florissante. Les commerces, beaucoup ont fermé. Je vois pas des nouvelles boulangeries, des nouveaux commerces s'ouvrir parce qu'il y a un peu plus de mouvement, un peu plus de population. Hein. Oui, mais Christian, dans 2 ans, quand tu voudras aller au théâtre à Paris, ce sera en électrique à 30 km/h. Donc, ouais. Ouais, non, mais ils iront au théâtre en visio. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il y a un regain certain pour les zones rurales. Ça, c'est une évidence. Alors, ça peut être effectivement pour y habiter complètement, ça peut être aussi pour des résidences secondaires. Hein. Ça peut être des résidences secondaires qui avaient été pas mal délaissées également, parce que dans tous ces villages, pendant très longtemps, on avait des gens, des Parisiens, il y en avait quand même. Hein. Il y en avait quand même, et on a vu beaucoup de résidences, des gens qui ont quitté leur résidence secondaire avec des difficultés pour les vendre. Ça, aujourd'hui, le marché a repris quand même un peu de couleur. Hein. Voilà. Maintenant, autre chose, quand on va prendre un peu de recul, qu'on va s'apercevoir qu'une résidence secondaire, il faut la chauffer, il faut l'entretenir et tout ça. Voilà, c'est pour ça que il y a une certaine incertitude hein, sur le mouvement dans la durée, en tout cas. Hein, voilà. Alors Christian, j'ai une question d'un journaliste là en ligne. Peut-on avoir des exemples de zones rurales au bois délaissées et aujourd'hui convoitées? Est-ce que tu vois ça, notamment en Seine-et-Marne, parce que c'est quand même le réservoir? Bon, la Seine-et-Marne, dire que c'est une zone délaissée, on ne peut pas dire ça parce que on est quand même proche de Paris, il y a toujours eu quand même de l'activité. Hein. Mais bon, c'est vrai, quand vous alliez dans l'est de la Seine-et-Marne, il y avait quand même certaines villes qui effectivement souffraient un petit peu hein, au niveau des volumes, au niveau des prix. Ces communes-là ont repris un petit peu de couleur. Je pense qu'effectivement, par contre, plus on s'écarte de la région parisienne, plus il y avait des secteurs où c'était vraiment, vraiment compliqué, et où on voit que dans toute la France, hein, avec les chiffres qu'on a eu là, on voit que ça bouge quand même. Alors j'ai une autre question aussi d'un journaliste en ligne. Bonjour, quel avenir pour la transformation de bureaux en logements? Du potentiel pour une nouvelle offre? Avec un point d'interrogation, je crois qu'il fait bien de mettre un point d'interrogation parce que très franchement, enfin moi ça fait 40 ans que je suis notaire et on en est à la 4e ou 5e vague réforme de transformation de bureaux en logement. Et pourtant, à chaque fois, avec quand même des aides financières, fiscales appréciables. 1, c'est pas tellement connu. Et 2, très souvent, le bâtiment s'y prête pas. C'est des tels travaux à faire. Il n'y a que le Haussmann qui est magique pour ça. Et qu'on peut, on peut tout refaire et dans un sens et dans l'autre sans faire de très, très gros travaux. Mais sinon, les immeubles récents, transformer un immeuble récent des années 80 en logement, il faut tout casser, quoi. On garde juste la façade, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Mais... Non, puis les Français cherchent un certain cachet à leur logement. Et c'est vrai que les immeubles de bureaux n'ont pas trop de cachet. Donc les Français sont assez attachés à l'apparence de leur logement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je crois aussi qu'il y a une vraie disparité des zones. C'est-à-dire que
la transformation du bureau à Paris a un tel écart de prix que moi je n'y crois pas tellement. Alors après peut-être qu'on va avoir des phénomènes en petite couronne ou en grande couronne qui permettront peut-être de transformer des bureaux, mais avec toutes les réserves qui ont été évoquées là, je ne suis pas certain que ça soit le plus efficace. Alors, une question qu'on peut se poser aussi, c'est que si le télétravail devait perdurer, certaines entreprises, effectivement, vont peut-être réduire leur surface. À voir, hein. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que là encore, on est dans l'incertitude. S'il y a des surfaces qui se libèrent, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors justement, j'avais lu un article comme ça d'une professeure d'économie sur le bureau à Paris, et qui m'avait assez interloqué parce que elle avait constaté que depuis cette pandémie, les entreprises, la moyenne de recherche des PME en bureau à Paris, en mètres carrés, avait augmenté. Et pourquoi? Parce que c'est pas le télétravail, ok, on va peut-être gagner quelques mètres carrés, mais il n'empêche que ceux qui sont au télétravail, ils ne veulent pas renoncer à leur bureau. Et surtout, il y a maintenant cette mode d'espace collectif dans les bureaux qui demande et qui nécessite des mètres carrés supplémentaires, à savoir une salle de gym, à savoir un lieu convivial pour le petit déjeuner ou pour aller prendre le café de baby-foot. Et tout ça, voilà, ça fait que la moyenne des mètres carrés réclamés par les PME augmente à Paris, ce qui nous fait dire que le marché des bureaux à Paris, on n'est pas vraiment inquiet non plus. Hein. On n'en parle jamais, mais on n'est pas vraiment inquiet. Dans le reste de l'Île-de-France, c'est autre chose. En tout cas, à Paris... Oui, monsieur. Bonjour, Gaëtan Piré de la GFI Actif. Je voulais savoir si vous aviez plus d'informations, de granularité sur la typologie des acheteurs dans Paris, intramuros, et aussi la part que représentent les primo-accédants dans tout le marché IDF, surtout à Paris et Petite Couronne. Oui. L'âge médian baisse depuis plusieurs années. Je l'ai là, à Paris. Je vais vous dire ça. On le dit régulièrement, mais vous avez raison, je ne l'ai pas répété. Alors, tac, 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 Paris, profil de l'acquéreur. Il est ici. Au T2 2021, il est de 38 ans. 38 ans. Au T2 2020, il était de 39 ans. Et depuis 10 ans, il était de 41 ans. Donc on voit vraiment ce rajeunissement, même à Paris. Et ça, il y a une seule explication, c'est les taux. Hein, c'est les taux d'intérêt qui solvabilisent beaucoup plus les acquéreurs. Maintenant, sur les couches socio-professionnelles, là, ce qu'on constate, c'est qu'avec ces augmentations de prix qu'il y a eu à Paris et qui maintenant sont présents en petite et grande couronne, surtout en petite couronne, là, depuis quand même quelques mois, voire quelques trimestres, les couches socio-professionnelles ont tendance, il y a de plus en plus de cadres et de couches socio-professionnelles plus. Y compris en petite couronne, ça c'est un phénomène relativement nouveau, ce qui est logique parce que les prix montent, donc la petite couronne se gentrifie, se boboise. Il suffit d'aller se balader dans quelques endroits en petite couronne, hein. Pas partout, mais le pourcentage augmente. Oui. Jean-Bernard Litzler, Le Figaro, pour rester à Paris, sur cette hausse toute récente sur les avant-contrats, les moteurs, c'est quoi? C'est juste cette reprise que vous nous avez indiquée sur cette reprise un peu des volumes de vente, puisque dans toutes les dynamiques qui ont été décrites, a priori, Paris, j'ai bien compris, c'est pas une envolée, mais il y a quand même une reprise. Oui, alors il y a un petit phénomène dont on n'a pas parlé, il n'est pas énorme, mais on a vu dans nos études des investisseurs de studios, de pièces, qu'il n'y avait pas il y a encore 3-4 ans. Et alors quand on leur demande mais pourquoi vous investissez à Paris, parce que franchement, les prix sont stables, mais vous avez vu le rendement? On dit mais c'est pas le rendement que je cherche, moi c'est la pierre coffre-fort. J'investis à Paris parce que je sais que c'est là où ça se passe et sur plusieurs années. Donc la confiance dans la pierre parisienne, je peux vous assurer qu'elle est toujours là. Oui, c'est peut-être parce que justement les prix se calment qu'il y a ce retour des investisseurs sur la pierre coffre-fort. C'est pas la vague de 2011, hein, attention. Hein, Et vous vous souvenez qu'en 2011, c'était après la crise financière,
il y avait une vague énorme d'investisseurs en pierre coffre-fort ou pierre refuge même, on peut le dire, et qui avait entraîné des augmentations de 20% par an. Bon, on n'est pas là du tout. Mais voilà, il y a un petit courant en ce moment qu'on avait vu dans nos études. Donc ça compense peut-être je ne dirais pas ce désamour de Paris en ce moment, en n'exagérant rien, mais en tout cas ce manque d'intérêt d'acquéreurs et qui préfèrent aller... il faut aussi avouer une chose. Moi, je suis né à Paris, je suis parisien de souche. Depuis 2 ans, vivre à Paris, c'est pas fun, quoi. C'est quand même pas fun, il faut vraiment le vouloir. Il y a eu, on l'oublie un petit peu, mais ces conséquences d'attentats qui font que vous avez quand même beaucoup de flics ou de gendarmes un petit peu partout, y compris dans les écoles. C'est pas très rassurant d'emmener son môme à l'école et que c'est bien, c'est très bien que ça existe, mais ça donne un côté un peu anxiogène déjà. Donc il y en a qui apprécient pas trop. Allez, on va partir de ce climat. J'ai pas envie d'imposer à mes enfants qu'il y ait comme ça des gendarmes à chaque fois à la sortie de l'école. Il y a ça, il y a le fait que la culture, il n'y en avait plus depuis 2 ans, pas de restaurant, pas de culture. Je ne vous parle pas des 30 à l'heure, je sens que c'est Marc qui va prendre le relais. Mais voilà, donc maintenant, depuis que le couvre-feu s'est arrêté, Paris retrouve ses couleurs. Je pense que les étrangers, y compris les non-résidents, vont revenir. Et quand les non-résidents vont revenir, ça va forcément retirer le marché, hein. Même si c'est 2 ou 3%, c'est souvent, ça peut être des déclencheurs, ça aussi. Bonjour. Observateur, entre autres. Et j'ai 2 questions très rapides, on peut presque répondre par oui ou par non. Première question, est-ce que vous constatez, notaire, qu'il y a des négociations sont plus âpres et aboutissent à des réajustements de prix à la baisse, bien sûr? Deuxième question, toujours rapide. Est-ce que vous voyez déjà une influence du fameux grand métro, je ne sais jamais comment ça s'appelle, sur les banlieues, justement comment? Grand Paris, pardon, excusez-moi, merci. Voilà, merci. Les négociations, comme je vous le disais, elles se produisent essentiellement sur les 5 pièces et plus. C'est évident que là, on vend plus difficilement à 5 pièces. Et après, tout secteur confondu, j'ai envie de dire que les propriétaires qui ne vous lisent pas, qui ne vous écoutent pas, ils restent dans l'optique de « Ah, à Paris, les prix montent ». Non, c'est pas vrai, les prix sont pas stables, la pause n'est pas là. Voire, pour certains qui vont le titrer, les prix baissent, j'en sais rien. Bref, vous avez des propriétaires qui sont un petit peu avec des œillères et qui du coup ne veulent pas baisser. Et du coup, forcément, on leur dit mais c'est pas raisonnable, hein. Il faut vous aligner un petit peu là. Donc du coup, là oui, vous avez des négociations. Mais c'est heureusement la plupart des propriétaires vous lisent et vous écoutent. C'est quand même positif tout ça. Alors le Grand Paris, j'ai envie de dire, on a fait une étude sur l'influence des gares dans le Grand Paris il y a 2 ans, qu'on avait rendu public au CIMI. On nous a déjà posé la question cette semaine, et on va le faire, c'est promis, peut-être pour la prochaine conférence de presse. On s'était engagé à le faire année 0 il y a 2 ans, et de le faire tous les 2 ans. Donc on va vous rendre un peu de patience, on va vous donner des chiffres là-dessus à la prochaine conférence de presse. C'est pas encore non plus complètement délirant, on va dire. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, les Parisiens n'hésitent plus à franchir le périphérique, comme on le voit, pour aller en petite couronne. Donc ce barrage du périphérique, c'est terminé aujourd'hui, pour beaucoup. D'où, en ce moment, le Grand Paris est en train de se construire, y compris, peut-être, et on va le voir, autour de ce réseau Grand Paris Express. Donc rendez-vous justement, je vais vous donner la date. Je ne l'ai pas. Avant la fin de l'année. Je ne l'ai pas. Le 23 novembre, je pourrais vous donner beaucoup plus de chiffres là-dessus. La prochaine conférence qu'on espère, là, présentielle, y compris là, à tous les journalistes qui sont... Mais c'est vrai que c'est pratique, hein, quand j'en parle avec vous, d'aller aux conférences de presse
En visio, pour vous, vous avez un gain de temps pas possible. Donc je comprends ceux qui ne viennent pas. Mais c'est tellement plus sympathique de vous avoir en face. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est pour tous les journalistes qui sont là, s'ils peuvent nous dire s'ils sont à la campagne ou pas. Ça nous permettrait d'avoir un chiffre. Une tendance également dans la couche socio-professionnelle des journalistes. Absolument. Pas d'autres questions? Si. Comme on a parlé des villages ruraux qui avaient la côte, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de noms de communes en Seine-et-Marne qui sont cotées? Parce que vous avez dit il y en a, mais lesquelles? Merci. Alors, tu as le tableau, tu as un tableau, oui. Alors, des villes de Seine-et-Marne qui sont cotées où les prix sont... Ah, dans les communes rurales. Dans les communes rurales. Alors, bon, les prix restent très modérés, hein, bien évidemment. Ça, on est d'accord là-dessus. Moi, si je prends des villes comme... bon, Fontainebleau, ça a toujours quand même été coté. Mais je vois, par exemple, sur 5 ans, ils sont à 31,5% d'augmentation. Ce qui est quand même pas mal. Je prends des villes comme... bon, tout ce qui est... Ouais, alors, c'est dans le rural, on a dit. Hein. Le Mets-sur-Seine, par exemple, le Mets-sur-Seine, on a une évolution de 11,5% sur un an. Oui. Vous voyez, on a Montreux-Folquionne, on a une augmentation de 13,3%. Tu peux répéter parce que... Montreux. Montreux, oui, Montreux, d'accord. 13,3%. Vous voyez, donc on a quand même des... Alors que c'était des secteurs qui avaient quand même tendance à baisser pas mal. Là, ça reprend un petit peu de couleur. Vous voyez. Simplement pour répondre aussi à la question du Grand Paris, sur le site de la Chambre, il y a des chiffres. Donc vous pouvez vous y référer. Oui, mais là, en fait, c'est vrai qu'on met les toutes petites communes, on ne les a pas. C'est des tendances générales. Oui, tout à fait. Je n'ai pas le détail commune par commune. Ouais. Ce qu'on appelle la commune rurale. Qu'on regarde spécifiquement, bien évidemment. Hein. Qu'on traversait, qui était vide, avec que des volets fermés, ça, on ne l'a pas. D'autant que village par village, les volumes sont très faibles, donc c'est compliqué d'avoir des tendances. Quoi. Ouais, quand on regarde ça, on fait en général canton. Au niveau du canton, pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent, effectivement. Hein. Voilà, en digital, là, les journalistes qui sont en visio, il n'y a plus de questions, je sais pas si... Oui, il y en a une petite. Delphine Denis, Le Parisien. Vous n'avez pas évoqué ce phénomène des résidences semi-principales. Est-ce que c'est un phénomène que vous ressentez? Est-ce qu'il est quantifiable? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ceux qui achètent donc une résidence secondaire et pour cet usage nouveau-là? Et qu'en pensez-vous? Alors, quantifiable, de plus en plus difficile de vous donner une réponse précise, puisque justement, le phénomène de la résidence principale qui est secondaire ou la résidence secondaire qui devient principale s'accentue. Nous, on le voit dans la clientèle, vous en avez beaucoup qui ont acheté dans le Loiret, le Perche, en Normandie, et qui sont vraiment entre les deux. Y a monsieur ou madame qui se transmettent les enfants, mais ils vivent ensemble, hein, mais tiens, cette semaine c'est toi qui te colles les enfants à Paris, et puis la semaine prochaine ça sera moi. Vous voyez, donc quelquefois, sachant qu'il y a du télétravail, peut-être 2 ou 3, c'est extrêmement compliqué de pouvoir vous donner des... On a plein d'exemples, mais des chiffres avec des tendances très très compliquées. En revanche, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se pose des questions, en tout cas que Bercy se pose des questions, sur la notion de résidence principale par rapport à l'exonération de la plus-value. On en parlait en disant qu'ils allaient peut-être être fiscalisés, donc là, comme ça, il n'y a plus de questions. Mais si on continue, ce qu'on espère, avoir une exonération de plus-value pour la résidence principale, aujourd'hui, la notion de résidence principale fiscale, c'est plus de 185 jours, tout simplement. Alors que le couple peut très bien vivre un petit peu, pas tout. Ça va devenir, il va y avoir des petits redressements. Je le sens comme ça. Pardon de reprendre le micro, mais j'ai moi des histoires justement qu'on m'explique parce que les gens vendent leur résidence principale à Paris, mais ils ne sont pas encore vendus et ils ont acheté une résidence principale to be en province. Et donc à ce moment-là, on m'a posé le cas comme ça. Les impôts, ils ne savent pas sur quel pied danser. Non, ils ont 1 an pour la vendre. Oui, mais
Bon. Ah, ils y habitent encore? Oui, oui, c'est ça. Ils habitent dans les deux. C'est compliqué, oui, oui, c'est ça, à cause du fameux télétravail. Ah ouais. Il faut inventer le bail mixte, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, comme pour les professionnels. Enfin bon. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est un vrai problème. Hein. Il y a beaucoup de choses à C'est déjà posé. réinventer. Oui. La notion de maison principale secondaire, c'est ça? Mm. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Alors, en ce moment, on reçoit les taxes de foncière. Moi, j'ai reçu la mienne, plus 19% d'augmentation à Briard-Loiret. Bon, c'est à cause, évidemment, de tous les gens qui prennent le train, comme moi, de 8h à 6h du matin pour venir à Paris travailler. Quoi. Voilà. Ouais. Puis Oui. la suppression de la taxe d'habitation, quand même, également, même si elle est compensée par l'État. Oui, oui. Pour les communes, ils ont quand même des problèmes budgétaires importants. Hein. Vous avez raison, mais je pense qu'elle a bon dos, la taxe d'habitation. Enfin, Eh ben, la taxe d'habitation des résidences secondaires, vous avez beaucoup de communes qui aujourd'hui sont en train d'augmenter de 60%, c'est le maximum qui puisse faire. Ça fait mal, hein? non, tout à fait vrai. Donc il y a des choix que effectivement les Français font. D'autres questions pour les journalistes en visio? Puisque vous pouvez prendre le micro, c'est quand même vachement mieux que la petite question écrite. Pas plus que ça? Non. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à revenir à 11h, peut-être en visio aussi si vous le voulez. Ce n'est qu'en visio? C'est en présentiel aussi? Ouais. Voilà, donc soit en présentiel, vous allez prendre un café et vous revenez, soit en visio pour savoir... Parce que c'est vrai que la logistique urbaine, là aussi, il y a tout à refaire et tout à réinventer. Et donc ça peut être très passionnant. Merci, et puis sinon on se revoit en novembre. Et puis n'hésitez pas à nous appeler pour vos papiers. Le truc ou pas? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Bon, mais merci.